Jean-Luc Dubois contemplait Paris depuis les murs de verre de son appartement haussmannien qui couronnait un immeuble du Triangle d'Or. À 30 ans, il régnait sur un empire du luxe qui faisait danser le marché à sa guise. Le soleil couchant peignait le ciel de teintes orangées, se reflétant sur les toits de zinc et les façades en pierre de taille qui s'étendaient à perte de vue. Son moment de contemplation fut interrompu par la vibration insistante de son téléphone sur le bureau en acajou. Numéro inconnu. Jean-Luc hésita. Des années d'expérience lui avaient appris que les appels non identifiés apportaient rarement de bonnes nouvelles. Pourtant, quelque chose dans cet instant précis le poussa à répondre. Jean-Luc Dubois. « Allô, papa? Tu peux venir me chercher à l'école, s'il te plaît ?» Le monde s'arrêta. Le verre de vin de Bordeaux qu'il tenait lui glissa des doigts, se brisant en 1000 morceaux sur le parquet en point de Hongrie. La voix de l'enfant à l'autre bout du fil fit sauter un battement à son cœur. « Qui est à l'appareil ?» parvint-il à bégayer, sa voix habituellement ferme devenue soudainement instable. « Je suis Noé. J'ai 5 ans. » La petite voix avait un ton d'urgence mêlé de peur. « C'est ma maîtresse, Mademoiselle Durand, qui m'aide à appeler parce que ma maman, Sophie, n'est pas venue me chercher aujourd'hui. Elle est malade. Sophie. » Ce nom le ramena instantanément 6 ans en arrière. Cet été-là à Paris, qui avait changé sa vie sans qu'il le sache à l'époque. Des dîners aux chandelles, des promenades le long de la Seine, des promesses murmurées sous un ciel étoilé. Et puis sa disparition soudaine qui n'avait jamais eu de sens. Jusqu'à maintenant. Noé? Le nom sortit comme un murmure. 5 ans. Son esprit fit automatiquement le calcul, chaque chiffre comme un coup de marteau sur sa conscience. Où es-tu exactement? Tandis que le garçon lui donnait l'adresse de l'école dans le Marais, Jean-Luc était déjà en mouvement, son corps agissant par instinct, tandis que son esprit était en proie à une tempête de pensées. Papa. Il était père. Le mot résonnait dans sa tête comme une cloche assourdissante. « J'arrive te chercher tout de suite, Noé. Ne bouge pas. » Sur le chemin de l'école, ses mains serraient si fort le volant de sa Bentley que ses jointures blanchirent. Pour la première fois depuis des années, le puissant Jean-Luc Dubois était complètement hors de contrôle. Les souvenirs de Sophie inondaient son esprit. Son sourire énigmatique, sa façon de jouer avec le pendentif en émeraude qu'elle portait toujours, leur conversation sur l'avenir. Comment avait-elle pu cacher quelque chose de si important? Le bâtiment de l'école primaire apparut bientôt, une structure joyeuse qui semblait se moquer de son état chaotique. Dans la cour de récréation, un seul enfant attendait, assis sur un banc rouge, un sac à dos Spiderman à ses pieds. À côté de lui, une femme qui devait être Mademoiselle Durand gardait une main protectrice sur son épaule. Jean-Luc sortit de la voiture sur des jambes tremblantes. Chaque pas vers le garçon semblait une éternité. Quand leurs yeux se croisèrent enfin, ce fut comme regarder dans un miroir du passé. Les mêmes yeux bleu cobalt, les mêmes cheveux bruns indisciplinés, et même la petite tache de naissance près du sourcil droit, une marque de fabrique des Dubois. « Papa ?» La voix de Noé tremblait légèrement, un mélange d'espoir et de peur qui brisa le cœur de Jean-Luc. « Salut, Noé ?» C'est tout ce qu'il put dire, la gorge serrée par des émotions qu'il n'avait jamais connues. Le garçon se leva avec hésitation, puis, dans un élan soudain, courut et serra les jambes de Jean-Luc. Le geste simple et pur fit tomber les dernières défenses de Jean-Luc. Il s'agenouilla au niveau du garçon, son fils, et lui rendit son étreinte, sentant le petit corps trembler légèrement contre le sien. Mademoiselle Durand s'approcha et expliqua la situation. Sophie avait été transportée d'urgence à l'hôpital ce matin-là. Avant de perdre connaissance, elle avait dit à une voisine de chercher la carte de Jean-Luc dans une boîte spéciale. Le garçon, effrayé, avait insisté pour parler personnellement à son père. Pendant que Jean-Luc signait les documents nécessaires pour emmener Noé, 1000 questions s'accumulaient dans son esprit. Pourquoi Sophie avait-elle gardé le secret si longtemps? Quelle était la gravité de sa maladie?
Quelle serait sa vie maintenant, avec un enfant de 5 ans qu'il venait de rencontrer? Dans la voiture, Noé parlait de sa maman, de son école, de ses dessins animés préférés. Chaque mot était une nouvelle pièce du puzzle de sa vie, que Jean-Luc ne savait même pas incomplète. En jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, il vit le garçon serrant son sac à dos Spider-Man, ses yeux si semblables aux siens, lourds d'inquiétude pour sa mère. Jean-Luc Dubois, l'homme qui avait bâti un empire en prédisant chaque mouvement du marché, se trouvait maintenant en territoire complètement inconnu. Mais alors qu'il conduisait vers l'hôpital, une certitude se forma dans son cœur. Sa vie ne serait plus jamais la même après cet appel inattendu. Et, étonnamment, cela ne l'effrayait pas autant que cela aurait dû. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière se dressait, impressionnant, contre le ciel nocturne de Paris, ses fenêtres allumées comme des centaines d'yeux vigilants. Jean-Luc tenait la main de Noé alors qu'il franchissait les portes automatiques des urgences, l'odeur antiseptique caractéristique remplissant ses narines. Le garçon serra sa main plus fort, et Jean-Luc réalisa qu'il n'était pas le seul à être anxieux. À l'accueil, une infirmière d'âge mûr les dirigea vers le 5e étage. Oncologie. Le mot frappa Jean-Luc comme une bombe. Le cancer. Était-ce pour cela que Sophie avait disparu? Était-ce la raison d'un tel secret? « Vous êtes un parent de mademoiselle Martin ?» demanda le docteur Élise Bernard, une oncologue à l'allure jeune, mais aux yeux expérimentés. « Je suis... » Jean-Luc hésita, regardant Noé qui était distrait, jouant avec une petite voiture dans la salle d'attente sous la surveillance d'une infirmière. « Je suis le père de son enfant. » Le médecin hocha la tête, son expression devenant grave. Sophie a un lymphome à un stade avancé. Elle a refusé le traitement pendant longtemps, se concentrant uniquement sur des thérapies alternatives. Au moment où elle a finalement cherché une aide médicale conventionnelle, elle marqua une pause significative. Le cancer s'était déjà considérablement propagé. Jean-Luc sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quel est le pronostic? Sans traitement agressif immédiat, il lui reste des semaines, peut-être un mois, fut la réponse directe du docteur Bernard, bien que son ton soit doux. Avec une chimiothérapie intensive, nous pouvons essayer de prolonger cela, mais je dois être honnête, les chances ne sont pas bonnes. Avant que Jean-Luc ne puisse pleinement traiter l'information, une voix vive résonna dans le couloir. « Et que faites-vous ici » Martine Lemoine, la mère de Sophie, s'avança vers lui comme une tempête. À 60 ans, elle avait toujours le port fier dont Jean-Luc se souvenait de leurs brèves rencontres à Paris. Son visage était tordu dans un masque de fureur et de dédain. « Comment osez-vous vous montrer après tout ce temps ?» siffla-t-elle, gardant sa voix basse à cause de Noé, mais dégoulinant de venin à chaque mot. « Vous avez ruiné sa vie. » Madame Lemoine, Jean-Luc maintint son sang-froid, bien que son sang bouillonnait. « Je n'ai appris l'existence de Noé qu'aujourd'hui. Sophie ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Et pourquoi l'aurait-elle fait? Pour que vous puissiez l'abandonner de la même manière que vous l'avez fait quand vous avez découvert qu'elle n'était qu'une serveuse, une moins que rien, aux yeux de votre précieuse famille. » Les mots frappèrent Jean-Luc comme des gifles. Il était vrai que sa famille, en particulier son père, avait été cruel envers Sophie lorsqu'ils avaient découvert leur relation. La différence de classe avait été un scandale à l'époque. Mais il n'avait jamais su qu'elle était enceinte lorsqu'elle avait disparu. « Je ne l'ai jamais abandonnée, » dit-il, sa voix sortant rauque. « Elle a disparu, a changé de numéro, d'adresse. Je l'ai cherchée. Après que votre père l'a humiliée. Après que votre mère lui a offert de l'argent pour disparaître. » Martine eut un rire sans joie. Sophie avait trop de fierté pour accepter les miettes des Dubois. La révélation le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Ses parents étaient intervenus à son insu. La colère commença à bouillonner dans sa poitrine, mais elle fut coupée par une petite voix. « Grand-mère, je peux voir maman maintenant ?» Martine se transforma instantanément, s'agenouillant pour serrer son petit-fils dans ses bras. Jean-Luc profita de ce moment pour reprendre ses esprits, son esprit s'emballant pour traiter tout ce qu'il venait d'apprendre. « Viens, mon chéri. » Martine prit la main de Noé. « Mais souviens-toi, maman est très fatiguée, alors nous devons être très silencieux. »
Jean-Luc les suivit jusqu'à la chambre, le cœur battant. Sophie était méconnaissable dans le lit d'hôpital. Son visage, autrefois plein de vie, était maintenant pâle et décharné. Les cheveux dorés qu'il avait tant aimés avaient disparu, probablement à cause du traitement. Mais quand ses yeux s'ouvrirent au son de leur entrée, ils avaient encore cette étincelle spéciale qu'il avait autrefois conquis. Noé, sa voix n'était qu'un murmure, mais rempli d'amour. Puis son regard trouva celui de Jean-Luc, et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Jean-Luc, je suis désolé. Maman, ne pleure pas. » Noé grimpa sur le lit avec précaution, se blottissant à côté d'elle. « Regarde, j'ai trouvé papa, comme tu me l'as dit. » Jean-Luc s'approcha du lit, le cœur déchiré entre la colère de sa tromperie et la douleur de voir Sophie dans cet état. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?»« Pas ici, » murmura Sophie en caressant les cheveux de Noé. « Pas maintenant. » Dans les jours qui suivirent, Jean-Luc fut emporté dans un tourbillon d'action. Il engagea les meilleurs spécialistes en oncologie du pays, entama une procédure légale de reconnaissance de paternité et commença à réorganiser sa vie pour accueillir Noé. Le test ADN n'était qu'une formalité. Un seul regard sur le garçon et on pouvait voir le sang des Dubois couler dans ses veines. Sa famille réagit comme prévu. Sa mère, Isabelle Dubois, tenta d'abord de nier, mais confrontée aux preuves de son ingérence des années auparavant, elle s'effondra en larmes de culpabilité. Son père, Philippe Dubois, resta inflexible dans sa désapprobation, mais Jean-Luc ne se souciait plus de ce qu'il pensait. « Tu jettes ton avenir pour une erreur du passé », tonna Philippe lors d'un dîner particulièrement tendu. « Non, père », répondit calmement Jean-Luc en se levant de table. « Je corrige enfin les erreurs du passé. Noé n'est pas une erreur. C'est mon fils. Et contrairement à toi, je ne laisserai pas les préjugés et l'orgueil détruire ma famille. » Au milieu du chaos, Noé devint son ancre. Le garçon était étonnamment résilient, alternant entre des moments de profonde tristesse et des éclairs de joie enfantine qui illuminaient les couloirs sombres de l'hôpital. Jean-Luc se retrouvait de plus en plus émerveillé par chaque nouvelle découverte sur son fils. Son amour des dinosaures, son aptitude précoce pour les chiffres, son cœur bienveillant qui se souciait de tout le monde autour de lui. Mais la nuit, quand Noé finissait par s'endormir dans le fauteuil de l'hôpital, Jean-Luc s'autorisait à sentir le poids de tout cela. Les mensonges de ses parents, les années qu'il avait manquées avec son fils, et la possibilité très réelle que Sophie, la femme qu'il n'avait jamais vraiment cessé d'aimer, ne vive pas pour voir Noé grandir. La vérité était douloureuse, mais Jean-Luc Dubois était déterminé à y faire face. Pour Noé, pour Sophie, et pour l'homme qu'il voulait devenir. Sophie Martin avait toujours su ce que signifiait se battre pour chaque centime. Elle avait grandi dans un modeste appartement de la banlieue parisienne, où sa mère Martine travaillait à 2 emplois pour subvenir aux besoins de la famille après le décès prématuré de son père. Les murs écaillés de l'appartement étaient décorés de coupures de magazines, d'images de lieux que Sophie rêvait de voir et d'universités qu'elle aspirait à fréquenter. Dès son plus jeune âge, Sophie montra une intelligence qui défiait ses circonstances. Ses notes exemplaires et son dévouement à ses études lui valurent une bourse partielle à la Sorbonne, où elle travaillait à temps partiel, comme serveuse, pour couvrir le reste de ses dépenses. C'est lors d'une de ses soirées de travail, dans un élégant café près du campus, que son chemin croisa pour la première fois celui de Jean-Luc Dubois. « Je suis désolée », avait-elle trébuché, renversant du café sur la chemise coûteuse du jeune étudiant en économie. Elle s'attendait à une explosion de colère, mais au lieu de cela, elle reçut un sourire bienveillant et des yeux bleus qui semblaient te voir jusqu'au fond de son âme. « Seulement si vous promettez de me laisser payer une autre tasse de café, et cette fois, de vous asseoir avec moi pour la boire », avait répondu Jean-Luc, la surprenant par sa gentillesse. Ce moment marqua le début de quelque chose de magique. Jean-Luc n'était pas comme les autres étudiants fortunés qui fréquentèrent le café. Il avait une curiosité authentique pour la vie, une empathie naturelle qui transcendait les barrières sociales. Dans les semaines qui suivirent, ils développèrent une amitié qui s'épanouit en une romance passionnée. Martine Lemoine observait la relation de sa fille avec appréhension.
Les gens comme eux ne se mélangent pas avec les gens comme nous, ma chérie, prévenait-elle, ses paroles chargées d'années de déception. Ils peuvent prétendre être égalitaires à l'université, mais quand la réalité frappe à la porte. Mais Sophie était déterminée à prouver que l'amour pouvait surmonter les barrières sociales. Jean-Luc l'emmenait dans des endroits qu'elle ne connaissait que par ses coupures de magazines. En retour, elle lui faisait découvrir un monde qu'il n'avait jamais connu. La saveur authentique de la cuisine maison dans les petits restaurants de quartier, la richesse culturelle des rues qu'il avait l'habitude d'éviter. « Tu me fais voir le monde avec de nouveaux yeux », avoua Jean-Luc une nuit, alors qu'il dansait dans la minuscule cuisine de son appartement, une vieille chanson jouant à la radio. Leur bulle de bonheur commença à éclater lorsque la famille Dubois entra en scène. Isabelle Dubois, avec son accent raffiné et ses perles authentiques, fit une visite décontractée au café où Sophie travaillait. « Combien » demanda-t-elle sans embâge, laissant un chéquier sur la table. « Quel était votre prix pour disparaître de la vie de mon fils ?» Sophie sentit son monde s'effondrer, mais garda son sang-froid. « Je ne suis pas à vendre, Madame Dubois, et votre fils non plus. » La pression augmenta. Philippe Dubois utilisa ses relations pour rendre plus difficile le renouvellement de la bourse de Sophie. Des rumeurs commencèrent à circuler sur le campus au sujet de son intérêt pour la fortune des Dubois. Jean-Luc tenta de la protéger, mais le poids des attentes familiales commença à entacher même leurs moments les plus intimes. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut lors d'un dîner au manoir des Dubois. Sophie avait fait de son mieux pour s'intégrer. Nouvelle robe achetée avec des mois d'économie, étiquette étudiée sur des vidéos YouTube. Mais rien de tout cela n'importa lorsque Philippe Dubois leva son verre de cristal. À la jeunesse, trinqua-t-il avec un sourire froid, et à ses expériences éphémères. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Sophie découvrit qu'elle était enceinte. Le test positif tremblait dans ses mains, alors que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle aimait Jean-Luc de toute son âme, mais les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. Ils finiront peut-être par t'accepter, mais ils n'accepteront jamais un enfant. Il sera toujours le petit-fils bâtard, l'erreur qui a entaché le nom de la famille. La décision de partir pour Lyon fut prise avec le cœur brisé. Martine vendit les quelques bijoux qu'elle avait hérités de sa grand-mère pour aider au billet. « Parfois, l'amour signifie protéger les gens d'eux-mêmes, » dit-elle en serrant sa fille dans ses bras à la gare. À Lyon, Sophie trouva du travail dans un petit café du Vieux-Lyon. Son français s'améliora, son ventre s'arrondit, et chaque coup de pied du bébé était un rappel doux amer de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Quand Jean-Luc la retrouva des mois plus tard, ce fut comme si le destin leur donnait une seconde chance. Cet été-là, à Paris, semblait un rêve. Promenade le long de la Seine, baisers sous la tour Eiffel, promesses murmurées dans des chambres d'hôtel. Jean-Luc ne sut jamais qu'elle portait son enfant pendant ces moments magiques. Sophie prévoyait de lui dire « elle avait répété les mots 1000 fois ». Mais alors, Isabelle Dubois se présenta au café où elle travaillait. « Il est sur le point de prendre la présidence de l'entreprise », annonça Isabelle, son français impeccable chargé de menaces voilées. « Un scandale maintenant détruirait tout ce qu'il a construit. C'est ce que vous voulez ?» Sophie s'enfuit à nouveau, cette fois pour Londres. Noé naquit un matin pluvieux d'octobre, ses yeux bleus une réplique parfaite de ceux de Jean-Luc. Chaque étape du développement de son fils était un nouveau coup de poignard de culpabilité. Le premier sourire, le premier mot, les premiers pas. À chaque instant, elle imaginait la joie qu'elle déniait à Jean-Luc. « Pourquoi papa ne vit-il pas avec nous ?» demanda Noé à 3 ans, après avoir vu ses amis de la crèche avec leur père. Parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles que nous devons protéger, même si cela fait mal, répondit Sophie, ravalant ses larmes. Son retour à Paris fut forcé par sa maladie. Elle ignora d'abord les symptômes, fatigue, petites ecchymoses, douleurs qu'elle attribuait au stress d'être une mère célibataire. Quand elle chercha enfin une aide médicale, le diagnostic fut sans pitié. Maintenant, allongée dans son lit d'hôpital, Sophie regardait Jean-Luc et Noé interagir, remarquant dans leurs gestes et leurs expressions les similitudes qu'elle avait tenté de cacher si longtemps.
Le silence qu'elle avait gardé pendant des années était enraciné dans une peur et un amour profond. Peur des préjugés, du jugement, du rejet. Amour assez fort pour sacrifier son propre bonheur afin de protéger son enfant. « Tu avais raison », murmura-t-elle à sa mère un soir, alors que Noé dormait dans les bras de Jean-Luc. « Ils sont différents de nous. Mais tu avais aussi tort. Parfois, ces différences n'ont pas autant d'importance qu'on le pense. » Les racines du silence étaient profondes, nourries par des années d'inégalité sociale et de préjugés ancrés. Mais maintenant, en regardant son fils construire une relation avec le père qu'il n'avait jamais connu, Sophie commençait à réaliser que peut-être certaines racines pouvaient être déracinées, laissant place à la croissance de quelque chose de nouveau. Le réveil strident de 6 heures du matin n'avait rien de nouveau pour Jean-Luc Dubois. Ce qui était nouveau, c'était le petit corps blotti dans son lit king size, entouré de peluches de dinosaures qui faisaient désormais partie de son décor minimaliste. Noé avait pris l'habitude de se faufiler dans sa chambre la nuit, surtout après les visites à l'hôpital. « Noé, il est temps de se lever, mon grand », tenta doucement Jean-Luc, encore incertain de la meilleure façon de réveiller un enfant de 5 ans. La réponse fut un grognement, et Noé s'enfouit plus profondément sous les couvertures. La transformation de son appartement autrefois immaculé était remarquable. Des jouets éparpillés sur le sol remplaçaient les sculptures modernes, des dessins colorés couvraient le réfrigérateur en acier inoxydable, et une collection croissante de céréales sucrées occupait les étagères autrefois réservées aux produits biologiques importés. Monsieur Dubois, Sarah Peterson, la nouvelle nounou, arriva ponctuellement à 7 heures. Une jeune femme de 28 ans, avec de l'expérience en petite enfance et des références impeccables, sélectionnée après un processus rigoureux mené par l'assistante de direction de Jean-Luc. « Appelez-moi Jean-Luc, s'il vous plaît », répondit-il en luttant pour nouer une cravate tout en tenant une boîte à lunch Jurassic Park. Noé refuse toujours de prendre son bain et j'ai une réunion du conseil d'administration dans... Il vérifia sa montre. 40 minutes. Sarah prit les choses en main avec une efficacité calme qui rendit Jean-Luc à la fois reconnaissant et inadéquat. En quelques minutes, elle fit rire Noé et le fit coopérer à la routine matinale, ce que Jean-Luc apprenait encore à gérer. Les changements au bureau étaient tout aussi évidents. Son espace de travail comportait désormais un petit coin avec une table à dessin et des livres pour enfants. Son assistante, Marguerite, qui depuis 5 ans organisait sa vie avec une précision militaire, apprenait à adapter l'emploi du temps du PDG de Dubois Enterprise pour y inclure des réunions parents-professeurs et des rendez-vous pédiatriques. Votre réunion de 15 heures a été changée en vidéoconférence, l'informa Marguerite en lui tendant un dossier de rapport. De cette façon, vous pourrez assister au rendez-vous de Noé avec le docteur Williams. La nouvelle de la paternité soudaine de Jean-Luc se répandit rapidement sur le marché financier. Certains membres du conseil d'administration exprimèrent leur inquiétude quant à sa nouvelle concentration sur des questions personnelles. Charles Bennett, son mentor et président du conseil, le convoqua pour une discussion privée. « Jean-Luc, vous avez construit quelque chose d'extraordinaire ici », commença Charles, désignant la vue panoramique de Paris depuis la salle de réunion. Mais ces derniers jours, vous avez annulé 3 dîners importants avec des investisseurs. Mon fils avait besoin de moi, répondit simplement Jean-Luc, surpris de la facilité avec laquelle les mots lui venaient maintenant. Et il continuera d'avoir besoin de moi. Dubois Enterprise a aussi besoin de vous, argumenta Charles, ses sourcils gris froncés d'inquiétude. Et elle m'aura, mais pas au détriment de mon fils. Jean-Luc se leva, ajustant sa veste. D'ailleurs, je dois y aller. Noé a un rendez-vous chez le médecin dans une demi-heure. Le docteur Williams était une femme d'âge mûr, avec des décennies d'expérience en pédiatrie. Son évaluation initiale de Noé fut approfondie, surtout compte tenu de l'impact émotionnel des récents changements dans sa vie. Il s'adapte étonnamment bien, expliqua-t-elle, pendant que Noé jouait avec un stéthoscope dans le coin de la pièce. Mais nous devons surveiller tout signe d'anxiété ou de régression. La situation de sa mère, combinée à toutes ces transitions. Jean-Luc absorba chaque mot, prenant des notes mentales. Sa capacité à traiter des informations complexes
autrefois consacré exclusivement aux analyses de marché et aux stratégies d'entreprise, s'étendait désormais pour inclure des termes médicaux, des besoins émotionnels et des étapes du développement de l'enfant. L'audience pour la garde temporaire était fixée pour la semaine suivante. Son avocat l'assura que ce serait une formalité, surtout avec le test ADN positif et l'état actuel de Sophie. Pourtant, Jean-Luc se retrouva à réviser obsessionnellement chaque document, chaque rapport médical, chaque évaluation psychologique. Les soirées étaient devenues son moment préféré de la journée. Après le dîner, qu'il apprenait à cuisiner avec des résultats variables, venait l'heure du bain, suivie de l'heure de l'histoire. Noé avait un faible particulier pour les histoires de dinosaures, et Jean-Luc découvrit qu'il pouvait utiliser ses connaissances des marchés financiers pour créer des analogies étonnamment efficaces sur les différentes espèces et leurs habitats. Le T-Rex, c'était un peu le PDG du monde jurassique, expliqua-t-il une nuit, faisant rire Noé avec ses imitations de rugissement. Mais tu sais qui contrôlait vraiment le marché? Les petits et agiles vélociraptors. Sarah se révéla être plus qu'une nounou. Elle était une alliée inestimable dans la nouvelle vie de Jean-Luc. En plus de s'occuper de Noé, elle aida à établir des routines, suggéra des activités adaptées à son âge et offrit des conseils sur la façon de gérer les questions de plus en plus fréquentes du garçon sur Sophie. « Pourquoi maman doit-elle rester à l'hôpital ?» demanda Noé une nuit, sa petite voix chargée d'inquiétude. Jean-Luc sentit son cœur se serrer. « Les médecins essaient de la rendre meilleure, » répondit-il en choisissant ses mots avec soin. « Et en attendant, nous prendrons soin l'un de l'autre, d'accord ?» Les visites quotidiennes à l'hôpital devinrent partie intégrante de leur routine. Bien qu'affaiblie par le traitement, Sophie faisait de son mieux pour rester optimiste lorsqu'elle interagissait avec Noé. Jean-Luc observait leur conversation, s'émerveillant du lien entre la mère et le fils, et tourmenté par le temps qu'il avait perdu. Tard dans la nuit, dans son bureau à domicile, Jean-Luc se surprenait souvent à regarder de vieilles photos de Sophie qu'il avait réussi à récupérer. La jeune femme vibrante des images contrastait douloureusement avec son état actuel. La culpabilité et le regret le consumaient parfois, toujours interrompus par le bruit de petits pas dans le couloir. « Papa ?» Noé apparaissait à la porte, serrant sa peluche de dinosaure préférée. « Je n'arrive pas à dormir. » Et une fois de plus, Jean-Luc Dubois, le requin redouté de la finance, se retrouvait à mettre de côté les feuilles de calcul et les rapports pour s'installer dans le lit de son fils, racontant des histoires sur un monde où les dinosaures parcoururent la Terre et où tous les problèmes pouvaient être résolus avec un câlin et une bonne nuit de sommeil. Sa transformation ne passa pas inaperçue auprès de son équipe. Amanda Chen, sa directrice financière, remarqua lors d'une réunion. « Vous êtes différent, Jean-Luc, plus humain, plus… » Il sourit, ajustant une cravate tachée de jus de raisin. « J'ai un excellent professeur, » répondit-il en vérifiant son téléphone, qui vibrait avec une autre photo que Sarah avait envoyée de Noé, cette fois montrant un projet d'art abstrait fait avec de la pâte à modeler. L'adaptation était loin d'être parfaite. Il y avait des jours frustrants, des nuits blanches et des moments de pure panique, où il se demandait s'il faisait tout de travers. Mais alors, Noé souriait, ou posait une question étonnamment perspicace, ou le serrait simplement dans ses bras, sans raison. Et Jean-Luc savait qu'il était exactement là où il devait être. Une boîte en bois, sculptée, gisait sur le bureau de Jean-Luc, son contenu étalé comme les pièces d'un puzzle qu'il essayait d'assembler. Martine Lemoine avait finalement cédé et lui avait donné le coffre que Sophie avait gardé. Il contenait une collection méticuleuse de souvenirs des 6 dernières années. « Elle a tout gardé », expliqua Martine, la voix tremblante. « Chaque moment, chaque décision. Elle voulait que Noé comprenne un jour. » Jean-Luc prit la première photographie. Sophie enceinte à Paris, son visage illuminé par le soleil couchant sur la Seine. La date au dos le frappa comme un coup. Elle avait été prise pendant la période où ils s'étaient retrouvés, cet été magique. Elle attendait déjà Noé, et il n'en avait jamais rien su. Un journal intime bleu délavé attira son attention. Les premières entrées dataient du moment où Sophie avait découvert sa grossesse.
positif. Le mot qui a tout changé. Je suis assise sur le sol de la salle de bain, le test à la main, en pensant à Jean-Luc. Comment ses yeux s'illuminent quand il parle de l'avenir. Comment sa famille me regarde comme si j'étais une intruse. Comment puis-je condamner notre enfant à grandir en étant vu de cette façon? Les pages suivantes documentaient sa fuite à Lyon, sa lutte pour trouver du travail, les nuits solitaires dans un minuscule appartement du 18e arrondissement. Il y avait des reçus de cours de français, des CV en français maladroits, et enfin, la lettre confirmant son emploi au Café Meline. Madame Dubois me laisse m'asseoir entre les services quand mes pieds enflent trop. Elle a perdu une fille il y a des années et dit que je suis son petit miracle américain. Aujourd'hui, le bébé a donné un coup de pied pendant que je servais le café. J'ai pensé à Jean-Luc, à combien il adorerait sentir ça. Jean-Luc trouva une série de lettres non envoyées, toutes adressées à lui. Certaines étaient remplies de colère furieuse, d'autres de désirs déchirants. La plus frappante était datée du jour de la naissance de Noé. « Notre fils est né aujourd'hui, Jean-Luc. Il a tes yeux, ton menton, même cette petite marque près du sourcil. L'infirmière a posé des questions sur le père et j'ai menti, disant que tu étais mort. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'une partie de moi est vraiment morte. La partie qui croyait que l'amour suffisait à surmonter tous les obstacles. Il y avait des rapports de crèche de Londres, où Sophie avait déménagé quand Noé avait 6 mois. Un contrat de travail avec une petite maison d'édition, où elle avait commencé comme éditrice junior. Des reçus de cours d'édition du soir, suivis pendant qu'une voisine s'occupait de Noé. Madame Patel, dans l'appartement d'à côté, est une bénédiction. Elle s'occupe de Noé comme s'il était son petit-fils, lui apprend des mots en hindi, insiste pour qu'il goûte chaque plat qu'elle cuisine. Parfois, quand je la vois avec lui, je ressens une pointe de culpabilité de le priver de ses vrais grands-parents. Jean-Luc trouva une photo de Noé à 2 ans, déguisé en dinosaure, à côté d'une femme plus âgée, dans un sari coloré. Au dos, de l'écriture délicate de Sophie, « Noé et Madame Patel, Carnaval de la crèche 2023 ». Une enveloppe brune contenait des documents médicaux, les premiers examens qui avaient détecté la maladie de Sophie. Ses notes en marge révélaient son désespoir initial et sa détermination à se battre. Les thérapies alternatives semblent prometteuses. Je ne peux pas me permettre d'être malade maintenant. Noé a besoin de moi. Je dois m'assurer qu'il va bien avant. Martine entra silencieusement dans le bureau de Jean-Luc, le trouvant absorbé par une pile de dessins d'enfants. « Elle a gardé chacun de ses gribouillages », commenta Martine en s'asseyant lourdement. Elle disait qu'un jour, tu voudrais voir chaque moment que tu as manqué. Pourquoi n'a-t-elle pas cherché à me contacter quand elle est tombée malade ? Demanda Jean-Luc, la voix rauque. Martine soupira, ramassant une photo de Sophie tenant Noé nouveau-né. La fierté, peut-être ? Ou la peur ? Tu as bâti un empire, Jean-Luc. Elle lisait sur toi dans les magazines, voyait ton succès grandir. Comment aurait-elle pu se présenter après tout ce temps, malade, ayant besoin d'aide ? Un petit carnet noir révéla les stratégies de survie de Sophie. Budget méticuleusement planifié, liste de dépenses, plan d'épargne. Chaque centime était compté, chaque achat justifié. Pourtant, il y avait toujours une petite somme mise de côté pour le fonds universitaire de Noé. « Je veux qu'il ait des choix », disait une note, pour qu'il ne se sente jamais aussi limité que moi. Parmi les pages, Jean-Luc trouva une coupure de journal le concernant, un article sur son ascension fulgurante dans les affaires. Sophie avait encerclé sa photo et écrit à côté « Il a l'air heureux. J'ai peut-être fait le bon choix. » Une autre enveloppe contenait des photos de toutes les fêtes d'anniversaire de Noé. Sur chacune, Sophie paraissait plus mince, plus pâle, mais son sourire restait radieux. La dernière photo, de son 5e anniversaire, montrait Noé soufflant les bougies d'un gâteau en forme de T-Rex. « C'est là que les symptômes se sont aggravés », expliqua Martine en remarquant l'expression de Jean-Luc. Elle pouvait à peine tenir debout pendant la fête, mais elle a insisté pour que tout soit parfait. C'était comme si elle savait que ce serait la dernière. Jean-Luc trouva une petite clé USB au fond de la boîte. Lorsqu'il la brancha sur son ordinateur portable,
il découvrit des dizaines de vidéos. Noé apprenant à marcher, prononçant ses premiers mots, des moments du quotidien qui semblaient maintenant infiniment précieux. Dans une vidéo particulièrement émouvante, Noé, âgé d'environ 3 ans, posait des questions sur son père. La voix de Sophie tremblait légèrement en répondant « Ton papa est un homme très spécial, mon trésor. Il a un cœur énorme, même s'il ne le sait pas toujours. Et je suis sûr que s'il savait pour toi, il t'aimerait plus que tout au monde. » Jean-Luc mit la vidéo en pause, les larmes brouillant sa vision. Un bruit à la porte le fit lever les yeux. Noé se tenait là, toujours en pyjama, traînant sa peluche de dinosaure sur le sol. « Papa, tu es triste ?» Jean-Luc ouvrit les bras et Noé courut vers lui, se blottissant sur ses genoux comme s'il y avait toujours appartenu. Martine regarda, les yeux également remplis de larmes. « Elle a toujours su que vous vous retrouveriez, » dit-elle doucement. Elle n'avait juste jamais imaginé que ce serait comme ça. Jean-Luc serra plus fort Noé, sentant le poids de toutes ces années perdues, et en même temps une immense gratitude pour chaque instant documenté dans cette boîte. Sophie avait préservé leur histoire, gardant vivante la possibilité de cette rencontre, même quand elle semblait impossible. « Tu veux voir des vidéos de toi quand tu étais bébé ?» demanda Jean-Luc à Noé, la voix tremblante mais souriante. « J'étais mignon ?» demanda Noé, s'installant déjà pour regarder. « Le plus mignon de tous, » répondit Jean-Luc en lançant la vidéo suivante. « Et ta maman était incroyable. » Alors qu'il regardait les souvenirs que Sophie avait préservés, Jean-Luc réalisa que la boîte ne contenait pas seulement un enregistrement des années perdues. C'était un témoignage d'amour, de sacrifice et d'espoir. Chaque objet racontait l'histoire d'une femme qui avait fait l'impossible pour protéger son fils, s'assurant que même dans les circonstances les plus difficiles, Noé sache toujours qu'il était profondément aimé. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir que je vienne avec vous ?» demanda Sarah en aidant Jean-Luc à ranger les derniers vêtements dans la petite valise Spider-Man. Tout un week-end seul avec lui. « Je dois le faire », répondit Jean-Luc en vérifiant pour la 3e fois la liste qu'il avait préparée. Vêtements de rechange, médicaments contre le mal des transports, collations saines et d'autres moins saines, trousses de premiers soins, jouets préférés. On aurait dit qu'il se préparait pour une expédition sur l'Everest, pas seulement pour 2 jours sur la Côte d'Azur. L'idée du voyage était venue après l'une des séances de Noé avec son pédopsychiatre. « Il a besoin de temps exclusif avec vous, sans distraction », avait-elle conseillé. Un espace pour que vous deux puissiez construire votre propre mémoire. Maintenant, debout devant la porte d'entrée avec leur sac prêt, Jean-Luc se demandait s'il était préparé. Noé, en revanche, bourdonnait d'excitation, sautillant d'un pied sur l'autre avec sa peluche de T-Rex bien-aimée sous le bras. « On pourra voir des baleines, papa ? Ma maîtresse a dit que parfois elle nage près du rivage. » « On essaiera, champion, » sourit Jean-Luc, réalisant que la peur commençait à céder la place à l'anticipation. Le trajet en voiture lui-même se révéla être une aventure. Noé avait un don naturel pour poser des questions auxquelles Jean-Luc n'avait jamais pensé. Pourquoi le ciel est-il bleu? Comment les oiseaux savent-ils où ils vont? Si les dinosaures existaient encore, pourraient-ils monter en voiture? Jean-Luc, habitué à répondre à des questions complexes sur le marché financier, se retrouva à chercher des explications sur Google pendant les arrêts pour savoir pourquoi les nuages ne tombent pas du ciel. La curiosité insatiable de Noé était contagieuse, faisant voir à Jean-Luc le monde à travers de nouveaux yeux. La villa de la plage, habituellement réservée aux réunions d'affaires et aux fêtes sophistiquées, éclata de vie grâce à la présence de Noé. En quelques heures, la terrasse immaculée fut jonchée de seaux et de pelles, de coquillages soigneusement sélectionnés, et de châteaux de sable à moitié construits. « Regarde, papa, c'est un sablorex », déclara fièrement Noé en montrant un monticule de sable difforme qui, avec beaucoup d'imagination, pouvait être considéré comme un dinosaure. Jean-Luc, toujours dans ses vêtements de marque, n'hésita pas à s'agenouiller dans le sable pour aider, ses mains plus habituées à signer des contrats d'1 million de dollars, modelant maintenant des tours et des douves avec une totale dévotion.
Le déjeuner fut une négociation diplomatique, digne de ses meilleures réunions de conseil d'administration. « Que dirais-tu d'un marché ?» proposa Jean-Luc, passant en mode négociation. 3 morceaux de brocoli en échange de glace pour le dessert. Noé considéra l'offre avec un sérieux comique. 5 boules de glace, 2 boules et un supplément de crème fouettée. Marché conclu. Noé tendit sa petite main pour sceller l'accord, imitant les gestes qu'il avait vu faire à son père lors d'appels vidéo professionnels. La nuit, allongé dans des chaises de plage, il regardait les étoiles. Jean-Luc découvrit que ses connaissances du marché financier pouvaient être étonnamment utiles pour expliquer les constellations. Tu vois ces 3 étoiles alignées? C'est la ceinture d'Orion. Pense à lui comme au PDG du ciel, organisant toutes les autres étoiles. Comme toi, tu organises ta société? Quelque chose comme ça, sourit Jean-Luc. Mais je crois que je préfère organiser les constellations avec toi. Le 2e jour apporta la pluie, les forçant à improviser des activités d'intérieur. Jean-Luc découvrit que son home cinéma, autrefois utilisé uniquement pour des présentations PowerPoint, était parfait pour l'effort de couverture et pour regarder des films de dinosaures. « Papa » appela Noé pendant une scène particulièrement palpitante de Jurassic Park, « tu penses que maman aimera notre fort quand elle ira mieux ?» La question prit Jean-Luc au dépourvu, son cœur se serrant. « Je suis sûr qu'elle l'adorera, champion, et on pourra en construire beaucoup d'autres pour elle. » La pluie mena également à des découvertes inattendues. Jean-Luc trouva Noé travaillant tranquillement dans son bureau, dessinant méticuleusement. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Un graphique, » répondit nonchalamment Noé. « Comme les tiens. »« Mais le mien, c'est sur les dinosaures. » Jean-Luc se rapprocha pour voir un dessin coloré où différents dinosaures étaient classés par taille, avec des chiffres soigneusement écrits à côté. Son fils avait hérité de plus que son apparence. Ils prirent des dizaines de photos pendant le week-end. Jean-Luc, qui n'apparaissait autrefois que sur des photos formelles pour des magazines d'affaires, avait maintenant un téléphone plein de selfies maladroits, de sourires barbouillés de glace et de poses héroïques à côté de châteaux de sable. Le dimanche après-midi, alors qu'ils faisaient leurs valises pour partir, Noé trouva un coquillage particulièrement joli sur la plage. « On peut l'apporter à maman ?» demanda-t-il, ses yeux bleus si semblables à ceux de Jean-Luc, brillants d'espoir. « Bien sûr, » dit Jean-Luc en le rangeant soigneusement. « Et si on prenait une dernière photo pour lui montrer ?» La photo captura un moment parfait. Père et fils sur la plage, les cheveux ébouriffés par le vent, des sourires identiques et le coquillage entre eux comme un trésor partagé. Ce n'était pas une photo techniquement parfaite, légèrement floue, l'angle décalé, mais pour Jean-Luc, c'était la photo la plus importante qu'il ait jamais prise. De retour dans la voiture, Noé s'endormit presque immédiatement, serrant son T-Rex. Jean-Luc conduisait en silence, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur à son fils. Comment était-il possible qu'en si peu de temps, cette petite personne soit devenue le centre de son univers ? Il se souvint de ses inquiétudes initiales concernant le week-end, la peur de ne pas savoir comment agir, d'échouer à se connecter, de faire des erreurs. Maintenant, ses préoccupations semblaient lointaines. Bien sûr, il avait fait des erreurs, servir des céréales avec du lait chaud au petit déjeuner, oublier la crème solaire le premier matin, avoir failli avoir une crise cardiaque quand Noé avait disparu pendant 2 minutes sur la plage. Il était juste derrière une chaise. Mais chaque erreur apportait une leçon. Chaque moment maladroit devenait un souvenir précieux. Chaque rire, chaque question, chaque petite découverte tissait un lien qu'il savait ne jamais se briser. Avant de retourner en ville, Jean-Luc fit un dernier arrêt à l'hôpital. Sophie, bien qu'épuisée par le traitement, sourit en voyant les photos et tint le coquillage comme s'il s'agissait d'un bijou rare. « Il a ton sourire », commenta-t-elle doucement en regardant les images. « Et ton cœur aussi. » Jean-Luc lui tint la main frêle, pensant à la façon dont la vie pouvait changer complètement en quelques jours. Il y a 2 semaines, il était un bourreau de travail solitaire. Maintenant, il était un père, un apprenant, un constructeur de châteaux de sable et un expert en dinosaures en herbe.
et pour la première fois de sa vie d'adulte, il sentait qu'il faisait enfin quelque chose qui comptait vraiment. Crise et décision. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière semblait différent ce matin-là. Les couloirs, habituellement animés, étaient étrangement calmes lorsque Jean-Luc arriva pour la réunion avec l'équipe médicale. Martine était déjà là, ses mains serrant nerveusement un mouchoir usé. « Où est Noé ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. « Avec Sarah. J'ai pensé qu'il valait mieux qu'il ne soit pas là pour cette conversation. » Le docteur Bernard entra dans la salle de conférence, accompagné de 2 autres médecins, le docteur Marcus Stevens, un chirurgien oncologue, et le docteur David Park, un spécialiste de la greffe de moelle osseuse. Leurs visages graves présageaient les nouvelles à venir. La dernière série de chimiothérapie n'a pas eu l'effet escompté, commença le docteur Bernard en étalant les résultats des tests sur la table. Le lymphome se propage plus vite que nous ne pouvons le contenir. Le docteur Stevens montra une série d'images. Ces zones sombres montrent de nouveaux foyers de la maladie. La pression sur les organes vitaux augmente. Jean-Luc étudia les images, son esprit entraîné à l'analyse de données, essayant de traiter des informations que son cœur refusait d'accepter. « Quelles sont nos options ? Il y a une procédure expérimentale, » expliqua le docteur Park en ouvrant un dossier sur sa tablette. Une nouvelle approche combinant l'immunothérapie avec une greffe de moelle osseuse. C'est très risqué, surtout compte tenu de l'état affaibli de Sophie, mais... C'est notre seule vraie chance, termina Martine, la voix brisée. La discussion qui suivit fut intense, statistiques, risques, protocoles médicaux. Chaque détail fut scruté. Jean-Luc posa des dizaines de questions, notant chaque réponse comme si la solution pouvait être trouvée, s'il comprenait simplement tous les angles. « Combien de temps avons-nous pour décider ?» demanda-t-il finalement. « L'opération doit avoir lieu dans les 3 prochains jours si nous choisissons cette voie, » répondit le docteur Stevens. « Après cela, le risque devient prohibitif. » Jean-Luc se leva, marchant vers la fenêtre. Dehors, la vie continuait normalement. Des gens allaient et venaient, des ambulances arrivaient. Le soleil d'automne brillait indifféremment sur la tempête qui se déroulait dans cette pièce. « Nous devons lui parler, » dit doucement Martine. « C'est sa vie. » La chambre de Sophie était silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs. Elle paraissait encore plus petite dans le lit d'hôpital, mais ses yeux avaient toujours l'étincelle déterminée dont Jean-Luc se souvenait si bien. « Pas besoin de ces têtes d'enterrement, » plaisanta-t-elle faiblement à leur entrée. « J'ai vu le docteur Stevens dans le couloir. Je sais qu'il est temps de prendre des décisions difficiles. » Jean-Luc lui tint la main pendant que les médecins expliquaient tout à nouveau, y compris les options. Sophie écouta en silence, serrant de temps en temps la main de Jean-Luc lorsque quelque chose de particulièrement difficile était mentionné. « Quelles sont les chances réelles ?» demanda-t-elle finalement. « Sans chirurgie, juste quelques semaines, » répondit honnêtement le docteur Bernard. « Avec une chance de succès de 30%, et les risques de l'opération elle-même. Ils sont importants. Il y a environ 20% de chances que vous ne surviviez pas à la procédure. » Le silence qui suivit était lourd de mots non dits et de peurs inexprimées. Sophie le rompit finalement. « Je dois voir Noé avant de décider. » Une demi-heure plus tard, Noé entra dans la chambre, portant un nouveau dessin, cette fois un T-Rex en blouse de médecin. Sophie sourit, lui faisant de la place sur le lit pour qu'il s'assoie à côté d'elle. « C'est un beau docteur que tu as dessiné, » commenta-t-elle en passant ses doigts dans ses cheveux. « C'est le docteur Rex, » expliqua sérieusement Noé. « C'est le meilleur docteur de dinosaures du monde. Il va te guérir. » Sophie jeta un coup d'œil à Jean-Luc, des larmes roulant silencieusement sur ses joues. « Noé, mon chéri, maman a besoin d'une opération très importante pour aller mieux. » « Pour essayer d'aller mieux, oui. » Elle prit une profonde inspiration. « Mais c'est une opération difficile, et j'ai un peu peur. » Noé réfléchit, puis plaça sa peluche de T-Rex à côté d'elle sur le lit. « Rex peut rester avec toi. Il est très courageux, et il fait fuir toute la peur. » Jean-Luc dut se détourner pour cacher ses propres larmes. Martine sanglotait doucement dans le coin de la pièce.
Plus tard, après que Noé soit parti avec Sarah, Sophie prit sa décision. « Je ferai l'opération », annonça-t-elle. Pas à cause des 30% de chance, mais à cause de la certitude à 100% que je dois essayer. Pour lui. Les 2 jours suivants furent une frénésie de préparatifs. Jean-Luc mobilisa ses contacts pour faire venir du matériel spécialisé et s'assurer que les meilleurs professionnels étaient sur place. Martine déménagea pratiquement à l'hôpital, supervisant chaque détail des soins de sa fille. La veille de l'opération, après que Noé se soit endormi, Jean-Luc retourna à l'hôpital. Il trouva Sophie éveillée, regardant par la fenêtre. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Je pensais à toutes les choses que je veux encore faire, » répondit-elle. « Tous les moments que je veux avoir avec Noé. Son premier jour d'école, sa remise de diplôme, son... »« Hé !» l'interrompit doucement Jean-Luc en lui tenant la main. « Tu auras tout ça. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Sophie eut un sourire triste. « Si quelque chose ne va pas demain... » Sophie, « Non, je dois le dire. » Elle lui serra la main. « Si quelque chose arrive, je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Chaque décision que j'ai prise, aussi mauvaise qu'elle puisse paraître maintenant, était par amour pour vous deux. » Jean-Luc se pencha et l'embrassa doucement sur le front. « Je sais, et nous t'aimons aussi. Alors bats-toi demain, d'accord? Bats-toi de toutes tes forces. » Tôt le lendemain matin, l'équipe médicale commença les préparatifs. Le docteur Stevens passa en revue la procédure avec son équipe, tandis que le docteur Park supervisait les derniers tests préopératoires. Noé, encore en pyjama, fut amené pour un dernier câlin avant l'opération. « Souviens-toi que Rex est avec toi, maman, » murmura-t-il à son oreille. En regardant le brancard de Sophie être poussé vers le bloc opératoire, Jean-Luc tenait Noé dans ses bras, tous deux lui faisant signe jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la double porte. La petite peluche de dinosaure était fièrement perchée sur sa poitrine, comme un talisman d'espoir. Maintenant venait la partie la plus difficile, l'attente. Et pour la première fois de sa vie, Jean-Luc Dubois, l'homme qui contrôlait toujours tout, ne pouvait faire qu'une seule chose, prier. Le bureau de Philippe Dubois était exactement tel que Jean-Luc s'en souvenait, imposant, froid, intimidant. Assis derrière le bureau massif en acajou, son père arborait la même expression sévère que Jean-Luc connaissait depuis son enfance. Isabelle Dubois était à ses côtés, ses perles brillant sous la lumière de fin d'après-midi. « Nous avons trouvé ceci dans l'ancien coffre-fort. » Philippe fit glisser une enveloppe jaunie sur le bureau. « Ta mère a pensé que tu devrais le voir. » Jean-Luc ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient des documents datant de 6 ans, des virements bancaires, des contrats de confidentialité et, plus troublant encore, des rapports détaillés sur Sophie pendant sa grossesse à Paris. « Vous l'avez espionnée » demanda-t-il, la voix tremblante de colère contenue. « Nous avons protégé les intérêts de la famille » corrigea Philippe, son ton glacial. « Elle était enceinte quand elle est allée à Paris. Nos enquêteurs l'ont confirmé. Et vous n'avez pas pensé que j'avais le droit de savoir ? » « Nous voulions te protéger, mon cher, » intervint Isabelle, la voix tremblante. Dubois Enterprise était à un point critique. Un scandale comme celui-là ? Un scandale ? Jean-Luc se leva brusquement. « Nous parlons de mon fils. Vous m'avez volé 5 ans. 5 ans avec mon enfant. »« Elle a pris l'argent, » déclara Philippe, comme si cela réglait tout. « Non, père, elle a refusé. » Jean-Luc secoua les documents. « C'est écrit ici, dans vos propres rapports. Elle a refusé chaque centime que vous avez offert. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jean-Luc pouvait entendre son propre cœur battre alors que les pièces du puzzle s'emboîtaient. Les voyages secrets de ses parents à Paris, leurs questions voilées sur Sophie au fil des ans, les regards coupables de sa mère la première fois que Noé fut mentionné. « Saviez-vous qu'elle était malade ?» demanda-t-il finalement. Le silence de ses parents fut une réponse suffisante. « Mon Dieu !» Jean-Luc passa une main dans ses cheveux. « Depuis combien de temps ?»
Nos contacts à Londres nous ont informés il y a environ 1 an, admit doucement Isabelle, quand elle a commencé à chercher un traitement. Jean-Luc sentit chaque mot comme un coup physique. 1 an. Elle était mourante, et il le savait. Sans un autre mot, il quitta le bureau, ignorant les appels de sa mère derrière lui. Dans l'ascenseur, ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine composer le numéro de son avocat. « Marcus, j'ai besoin que tu examines des documents immédiatement. » Des heures plus tard, dans son propre bureau, Jean-Luc était entouré de paperasse et de son équipe juridique. L'ampleur de l'ingérence de ses parents était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Il y avait des preuves qu'ils avaient activement saboté les tentatives de Sophie de le contacter au fil des ans. « Il n'avait aucun droit légal de faire cela, » expliqua Marcus en ajustant ses lunettes. « Techniquement, nous pourrions intenter un procès. »« Non, » interrompit Jean-Luc, « je ne veux pas de scandale public. Noé traverse déjà assez d'épreuves. » Son téléphone vibra. Un message de Sarah avec une photo de Noé dormant, serrant fort son T-Rex omniprésent. L'image le ramena sur terre, lui rappelant ce qui comptait vraiment maintenant. Quelles sont nos options concernant la garde ? Marcus commença à expliquer les procédures légales, mais fut interrompu par un appel urgent de l'hôpital. Le cœur de Jean-Luc se figea en voyant le numéro du docteur Bernard. « Monsieur Dubois, il y a eu une complication avec Sophie. Le reste de la journée fut un flou de couloirs d'hôpital, de jargon médical et de décisions impossibles. Sophie avait développé une grave infection après l'opération, compliquant son état déjà délicat. Nous avons besoin d'une autorisation pour une procédure expérimentale, expliqua le docteur Stevens. En tant que père de Noé et, étant donné la situation actuelle de Sophie, vous êtes la personne la plus proche qu'elle est, à part sa mère, ajouta doucement le docteur Bernard. Jean-Luc regarda à travers la vitre de l'unité de soins intensifs où Sophie gisait, luttant pour sa vie, branchée à d'innombrables machines. Martine était à ses côtés, lui murmurant des mots d'encouragement que Sophie n'entendait peut-être même pas. « Qu'a-t-elle décidé au sujet de la garde ?» demanda-t-il au docteur Bernard. « Avant l'opération. Le médecin lui tendit une enveloppe scellée. Elle a laissé ceci pour vous. » À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite et des documents légaux déjà signés. Sophie avait tout préparé, s'assurant que Noé resterait avec Jean-Luc si quelque chose lui arrivait. Mais il y avait plus. Une confession détaillée de toutes les tentatives qu'elle avait faites pour le contacter au fil des ans, et comment chacune avait été systématiquement bloquée. « Quand j'ai découvert que tes parents interceptaient mes tentatives de te joindre, » écrivait-elle, « j'ai décidé qu'il valait mieux protéger Noé de ce monde de manipulation et de jeu de pouvoir. C'était peut-être égoïste de ma part, mais ma peur de voir mon enfant traité comme un inconvénient, une erreur à cacher, c'était plus grand que tout. Pardonne-moi de ne pas m'être battu plus fort. » Jean-Luc laissa les larmes couler librement en lisant le reste de la lettre, des pages d'explications, de regrets et, par-dessus tout, d'espoir. L'espoir qu'il serait le père que Noé méritait, qu'il protégerait son fils des mêmes forces qui les avaient séparés. « Monsieur Dubois ?» Le docteur Stevens le ramena au présent. « Nous avons besoin de votre décision sur la procédure. » Jean-Luc regarda à nouveau Sophie à travers la vitre, puis la photo de Noé sur son téléphone. Tant de décisions par le passé avaient été prises à son insu ou sans son consentement. Maintenant, il avait enfin le pouvoir de faire ce qui était juste. « Faites tout ce qu'il faut pour la sauver, » dit-il fermement. « Je ne laisserai pas mon fils perdre sa mère. » Pas encore. En signant les autorisations nécessaires, Jean-Luc savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Ses priorités, ses relations, sa vision de la famille, tout était en train d'être réécrit à la lumière de ces révélations. Et quelque part, au milieu de cette tempête de vérité et de conséquences, il devenait enfin l'homme qu'il avait toujours été destiné à être. Le premier signe que Sophie se réveillait arriva 3 jours après l'opération. Un léger mouvement de ses doigts, un changement dans le rythme du moniteur cardiaque, et ses yeux qui commencèrent à s'ouvrir lentement.
Jean-Luc, qui s'était assoupi dans le fauteuil à côté de son lit, fut alerté par le changement de la machine. « Sophie » appela-t-il doucement en se penchant en avant. Ses yeux s'ouvrirent complètement, désorientés et confus. Elle regarda autour de la pièce, son regard passant sur Jean-Luc sans le reconnaître, jusqu'à ce qu'il se pose sur Martine, qui venait d'entrer. « Maman ?» Sa voix était rauque à cause de l'intubation. « Où suis-je ?»« À l'hôpital, ma chérie ?» répondit Martine en se précipitant vers elle. « Tu as subi une opération. » Sophie fronça les sourcils, essayant d'organiser ses pensées. « En quelle année sommes-nous » La question fit échanger des regards inquiets à Jean-Luc et Martine. Le docteur Bernard avait mentionné la possibilité de complications cognitives après l'opération, mais personne n'était vraiment préparé à cela. « 2025, ma chérie », répondit doucement Martine. La panique commença à monter dans les yeux de Sophie. « Non, ce n'est pas possible. J'étais à Paris. » « J'étais à Paris. » Jean-Luc sentit son cœur se contracter. Paris, il y a 6 ans, quand elle était enceinte de Noé. Le docteur Bernard fut appelé immédiatement. Après une première évaluation, le médecin confirma leurs craintes. Sophie souffrait d'amnésie rétrograde, ayant apparemment perdu les 6 dernières années de sa mémoire. Cela pourrait être temporaire, expliqua le médecin. Le traumatisme de l'opération, combiné au stress physique et émotionnel. « Et pour Noé ?» demanda doucement Jean-Luc. « Comment lui expliquons-nous » Cette question trouva sa réponse plus tôt que prévu. Noé, amené par Sarah pour sa visite quotidienne, courut dans la chambre avant que quiconque ne puisse l'intercepter. « Maman, tu es réveillée ?» Sophie regarda le garçon avec un mélange de confusion et quelque chose de plus profond, une reconnaissance instinctive qui dépassait la mémoire consciente. Ses mains tremblaient en touchant le visage de Noé, des larmes remplissant ses yeux. « J'ai un fils ?» murmura-t-elle en regardant Martine pour confirmation. Réalisant que quelque chose n'allait pas, Noé recula un peu. « Maman, tu ne te souviens pas de moi ?» La douleur dans la voix du garçon suffisait à briser le cœur de tout le monde. Jean-Luc s'avança rapidement, posant ses mains sur les épaules de son fils. « Maman est un peu confuse à cause des médicaments, mon grand, » expliqua-t-il du mieux qu'il put. « Nous devons l'aider à se souvenir, d'accord ?» Dans les jours qui suivirent, une routine prudente fut établie. Le docteur Patel, un neuropsychologue, fut intégré à l'équipe. « Le cerveau est incroyablement résilient », expliqua-t-il lors d'une séance. « Les souvenirs ne sont pas nécessairement partis, juste temporairement inaccessibles. » Les visites de Sophie étaient désormais contrôlées, toujours supervisées par le personnel médical. Noé, montrant une maturité surprenante pour son âge, apportait des dessins et des photos, racontant des histoires, des moments qu'ils avaient passés ensemble. « Tu te souviens quand on a fait des biscuits en forme de dinosaure, maman ? Tu m'as laissé mettre du glaçage bleu sur tous. » Chaque histoire agissait comme un petit pont en cours de reconstruction. Parfois, Sophie pouvait s'accrocher à un souvenir, une odeur, une sensation, un moment fugace. D'autres fois, la frustration la submergeait. « C'est comme si j'avais perdu une vie entière », confia-t-elle lors d'une séance de thérapie. « J'ai un fils merveilleux que je ne me souviens pas d'avoir élevé. Et Jean-Luc ?» Elle hésita. « Dans mes derniers souvenirs clairs, nous étions à Paris. Et maintenant ?» Jean-Luc joua un rôle actif dans son rétablissement, apportant des documents, des photos et des objets qui pourraient déclencher des souvenirs. Le journal intime qu'ils avaient retrouvé dans la boîte à souvenirs devint un outil précieux. « Tu as écrit sur chaque moment important », expliqua-t-il en lui tendant le cahier bleu délavé. « Chaque premier pas, chaque nouveau mot, chaque anniversaire. » Sophie passa des heures à lire ses propres mots, essayant de se reconnecter avec la personne qui les avait écrits. Parfois, une phrase spécifique déclenchait une vague d'émotion qu'elle ne pouvait pas entièrement comprendre. « Il est dit ici que Noé avait peur du tonnerre », nota-t-elle un jour, « que je lui chantais « Somewhere over the rainbow » pour le calmer. Cette nuit-là, pendant un orage, Noé se cacha dans sa chambre d'hôpital. Sans réfléchir, Sophie commença à chanter la chanson.
et pour un moment magique, la mémoire musculaire prit le dessus. Elle se souvint de la mélodie, du rythme, de la façon exacte dont elle berçait son fils. Les médecins appelaient cela des îlots de mémoire, de petits fragments du passé qui émergeaient grâce à de forts déclencheurs émotionnels. Jean-Luc observait chaque percée avec un mélange d'espoir et d'appréhension, sachant que certains souvenirs, en revenant, pourraient aussi ramener la douleur passée. Sarah, la nounou, devint une alliée importante, aidant Noé à comprendre et à faire face à la situation. « C'est comme si le cerveau de maman jouait à cache-cache », expliqua-t-elle d'une manière qu'il pouvait comprendre, « et nous l'aidons à trouver tous les souvenirs cachés. » La métaphore resta, et Noé commença à transformer le processus de rétablissement de sa mère en une sorte de chasse au trésor, apportant des objets et des photos qu'il pensait pouvoir réveiller ses souvenirs. « Regarde maman, c'est Rex », présenta-t-il sa peluche de dinosaure. « Tu me l'as offert pour mon 4e anniversaire, tu te souviens ?» Sophie tint le jouet, et pendant un instant, quelque chose brilla dans ses yeux. Vert. La fête avait des décorations vertes et marron. Sur le thème des dinosaures? Oui, sauta Noé avec enthousiasme. Et il y avait un énorme gâteau T-Rex. De petites victoires comme celle-ci étaient célébrées, mais la route était longue et souvent frustrante. Sophie oscillait entre des moments de progrès et des revers douloureux. La présence constante de Jean-Luc était à la fois réconfortante et difficile, un rappel vivant des souvenirs qu'elle avait perdus. Dans mes derniers souvenirs clairs, nous étions profondément amoureux à Paris, admit-elle lors d'une séance privée. Maintenant, il est le père de mon enfant, un homme qui a visiblement beaucoup changé pendant que je n'étais pas là. Le docteur Patel l'encouragea à se concentrer sur le présent, sur la construction de nouveaux souvenirs, même si les anciens revenaient lentement. « L'amour prend de nombreuses formes, dit-il. Parfois, reconstruire est tout aussi important que se souvenir. » Et ainsi, jour après jour, de petits ponts furent reconstruits à travers des histoires partagées, de vieilles photographies, des chansons à moitié remémorées et des étreintes que le corps reconnaissait même lorsque l'esprit hésitait. C'était un processus lent et parfois douloureux, mais chaque petit progrès était une victoire qui rapprochait Sophie de la vie qu'elle avait oubliée. Le docteur Rachel Martinez, spécialiste en neurologie cognitive, avait un bureau rempli d'images du cerveau de Sophie. Les marques colorées sur ses IRM racontaient une histoire complexe que le médecin essayait de déchiffrer. L'amnésie rétrograde que connaît Sophie est focale, expliqua le docteur Martinez en désignant des zones spécifiques sur les scanners. Le traumatisme de l'opération, combiné à un stress prolongé dû à sa maladie, a principalement affecté les souvenirs autobiographiques des 6 dernières années. Jean-Luc et Martine écoutaient attentivement, tandis que Sophie gardait les yeux fixés sur les images de son propre cerveau, comme si elle espérait trouver ses souvenirs perdus, cachés parmi les taches colorées. Fait intéressant, ces mémoires procédurales sont intactes, poursuivit le médecin. Sophie sait toujours faire des choses qu'elle a apprises pendant cette période. Parler français, jouer du piano. Ce sont ses souvenirs personnels et émotionnels qui sont inaccessibles. C'est comme si j'avais regardé un film de ma propre vie, dit doucement Sophie. Mais je ne me souviens pas de l'intrigue. Je n'ai que des sensations. Le docteur Martinez hocha la tête avec sympathie. C'est une description très précise. C'est pourquoi nous allons utiliser une approche multifacette pour le rétablissement. Le plan de traitement était intensif. Thérapie cognitivo-comportementale, 3 fois par semaine. Séance de stimulation magnétique, transcrânienne. Exercice de mémoire ciblée et ergothérapie. Chaque spécialiste apportait une pièce différente au puzzle de la guérison. Nous devons reconstruire non seulement les souvenirs, mais aussi le contexte émotionnel qui les entoure, expliqua le docteur William Chen, le thérapeute qui lui était assigné. Lors des séances, il utilisait des techniques de régression guidée, essayant de construire des ponts entre les derniers souvenirs clairs de Sophie et son présent. « Fermez les yeux, la guida-t-il. Vous êtes à Paris. C'est 2019. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? »« Je suis au café, » répondit Sophie, la voix tremblante.
Je sens l'odeur du café fraîchement torréfié, des croissants sortant tout juste du four. J'ai la nausée, la grossesse, mais je ne peux pas le montrer car personne ne le sait encore. Ces séances étaient émotionnellement épuisantes. Parfois, Sophie en sortait avec de petits fragments de mémoire retrouvés. D'autres fois, la frustration la consumait. Noé fournissait souvent les percées les plus significatives avec sa présence innocente. Un après-midi, il apporta son album photo préféré. « Regarde, maman, c'est quand on est allé au zoo », pointa-t-il avec excitation, une photo d'eux, nourrissant des girafes. « Tu avais peur, mais moi non ?» Sophie toucha doucement la photo. Pendant un instant, une lueur de mémoire, l'odeur particulière du zoo, le rire de Noé, la texture rugueuse de la langue d'une girafe sur sa main. « Tu portais un t-shirt Spider-Man ?» murmura-t-elle, surprise. « Et tu avais renversé de la glace dessus. » Les yeux de Noé s'écarquillèrent d'excitation. « Oui, et tu as dit que ce n'était pas grave, parce que les taches sont des souvenirs. » De petites victoires comme celle-ci étaient célébrées, mais tout aussi souvent éclipsées par des revers. Lors d'une séance d'ergothérapie particulièrement difficile, Sophie essaya de réapprendre à faire des biscuits en forme de dinosaure, une tradition spéciale qu'elle et Noé avaient autrefois. « La pâte est mauvaise », murmura-t-elle, des larmes de frustration roulant sur ses joues. « Je sais qu'elle est mauvaise, mais je ne me souviens pas comment la réparer. » Sarah, qui observait depuis la porte avec Noé, intervint doucement. « Et si nous essayions une nouvelle recette ? Parfois, créer de nouveaux souvenirs est tout aussi important que de récupérer les anciens. » La sagesse simple de la nounou se révéla précieuse. L'équipe médicale commença à intégrer la création de nouveaux souvenirs dans le cadre du rétablissement de Sophie. « Le cerveau est incroyablement adaptable », expliqua le docteur Martinez lors d'un rendez-vous de suivi. Parfois, de nouvelles connexions neuronales peuvent aider à réveiller les anciennes. Jean-Luc devint une présence constante dans les séances de thérapie, agissant comme un pont entre le passé dont Sophie se souvenait et le présent qu'elle essayait de reconquérir. Sa présence était réconfortante, mais aussi un rappel des souvenirs qu'elle avait perdus. « C'est étrange », confia Sophie lors d'une séance privée avec le docteur Chen. « J'ai des souvenirs clairs d'être tombée amoureuse de lui à Paris, mais ensuite, il y a ce vide. Et maintenant, il est le père de mon enfant, un homme qui a visiblement traversé tant de choses dont je n'ai pas été témoin. » Le thérapeute l'encouragea à explorer ses sentiments complexes. Parfois, le cœur se souvient de ce que l'esprit oublie. Leur routine quotidienne devint un exercice constant de redécouverte. Chaque objet, chaque photographie, chaque chanson pouvait être un déclencheur de souvenirs perdus. Martine transforma la chambre d'hôpital de Sophie en un musée informel de ses années manquantes. Des panneaux recouverts de photos, de cartes d'anniversaire, de dessins de Noé, le tout dans un ordre chronologique. « C'est comme assembler un puzzle sans voir l'image sur la boîte », remarqua Sophie un jour, fixant le mur de la mémoire. « Je sais que toutes ces pièces s'emboîtent d'une manière ou d'une autre, mais je ne vois pas l'image entière. » Les médecins surveillaient ses progrès de près. Des scanners hebdomadaires révélaient de petits changements dans l'activité cérébrale. Des zones auparavant dormantes commençaient à montrer des signes de vie. « C'est comme si son cerveau créait des détours », dit le docteur Martinez en montrant les nouvelles images, trouvant des chemins alternatifs pour accéder aux souvenirs bloqués. Les séances de stimulation magnétique transcrânienne, bien qu'inconfortables, commencèrent à montrer des résultats prometteurs. Les souvenirs commencèrent à revenir, d'abord par flash décousus, puis en séquences plus cohérentes. « Je me souviens de l'odeur de la terre humide », partagea Sophie lors d'une séance. Noé avait 3 ans. Il pleuvait. Il voulait sauter dans toutes les flaques sur le chemin de l'école. Chaque souvenir retrouvé était méticuleusement documenté, créant une chronologie des années perdues qui commençait lentement à se reconstituer. L'équipe médicale développa un système de code couleur pour ces souvenirs, vert pour entièrement retrouvé, jaune pour partiel, rouge pour toujours inaccessible. Le bilan émotionnel pour toutes les personnes impliquées était énorme. Noé oscillait entre un espoir enfantin et une profonde tristesse lorsque sa mère ne se souvenait pas de quelque chose d'important.
Jean-Luc équilibrait sa propre douleur avec la nécessité d'être fort pour eux deux. C'est comme la perdre 2 fois, confia-t-il à Martine lors d'une nuit particulièrement difficile. D'abord quand elle est partie pour Lyon, et maintenant quand elle est ici, mais ne se souvient pas de notre vie avec Noé. Pourtant, dans le brouillard des souvenirs oubliés, des moments de clarté commencèrent à apparaître. Lors d'une séance de musicothérapie, Sophie se retrouva à jouer une berceuse au piano, une chanson qu'elle chantait à Noé. « Je ne me souviens pas d'avoir appris ça, dit-elle, ses mains se déplaçant automatiquement sur les touches. Mais mes doigts s'en souviennent. C'est dans ces moments que l'espoir se renouvelait. La route vers la guérison était longue et incertaine, mais chaque petite victoire, chaque fragment de mémoire rappelé, était un pas vers la reconnexion de Sophie avec sa vie oubliée. Les souvenirs sont comme des étoiles, disait souvent le docteur Chen. Même quand on ne peut pas les voir, ils sont toujours là, brillant quelque part dans notre conscience. La salle de thérapie avait été transformée en un sanctuaire de la mémoire. Des photos couvraient tous les murs par ordre chronologique, des objets significatifs étaient exposés sur des étagères, et une chronologie détaillée marquait les événements importants des 6 dernières années. Sophie y passait la plupart de ses journées, essayant de se reconnecter avec la vie qu'elle avait perdue. « Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de différent », annonça le docteur Patel en ajustant l'éclairage de la pièce. « Jean-Luc va nous raconter le jour où vous vous êtes retrouvés à Paris. » Sophie s'installa dans un fauteuil confortable, tandis que Jean-Luc rapprochait sa chaise. Leurs mains se rencontrèrent instinctivement, un geste que son corps se souvenait même si son esprit l'avait oublié. C'était un après-midi de juin, commença Jean-Luc, sa voix douce alors qu'il se remémorait le souvenir. Le café Meline était sur un coin ensoleillé du Marais. J'étais là pour affaires, mais quelque chose m'a attiré dans ce café précis. Pendant que Jean-Luc parlait, le docteur Patel observait attentivement les réactions de Sophie. De petits changements dans son expression, des modifications dans sa respiration, des serrements de mains inconscients, tous des signes potentiels de souvenirs émergents. « Tu étais différente, » continua Jean-Luc. « Plus mince, tes cheveux plus courts. Mais ton sourire, ce sourire qui illuminait tes yeux, il était exactement comme je m'en souvenais. » Sophie ferma les yeux, laissant les mots de Jean-Luc peindre des images dans son esprit. « Il y avait de la musique qui jouait, » dit-elle avec hésitation. « Quelque chose en français. » « La vie en rose, » confirma Jean-Luc, ému. « Elle jouait quand je suis entré. Une percée petite, mais significative. » Le docteur Patel prit des notes, tandis qu'il continuait l'exercice. Chaque souvenir retrouvé était une victoire précieuse. Les séances suivantes se concentrèrent sur différentes périodes. Noé devint un participant actif, apportant ses propres documents, des dessins, des jouets, des histoires que seuls lui et sa mère avaient partagées. « Tu te souviens de ça, maman ?» demanda-t-il un jour, lui montrant un dessin froissé d'un dinosaure violet. « Tu as dit que c'était le plus beau dinosaure du monde, même s'il avait 3 têtes et 5 pattes. » Sophie sourit, touchant délicatement le dessin. Pendant un instant, quelque chose vacilla. Un souvenir de l'odeur des crayons de couleur, du rire de Noé, du soleil de l'après-midi brillant à travers la fenêtre de la cuisine. « Tu portais ton tablier jaune, » dit-elle lentement. « Tu avais de la farine sur le nez parce qu'on faisait des biscuits. »« Oui, » sauta Noé avec enthousiasme. « Des biscuits dinosaures, et tu m'as laissé ajouter des pépites de chocolat supplémentaires, même si la recette n'en demandait pas. » De tels moments de reconnaissance étaient précieux, mais le chemin était jalonné d'autant de revers douloureux. L'équipe médicale travaillait constamment à trouver le juste équilibre entre la stimulation et le repos. « Le cerveau est comme un muscle », expliqua le docteur Chen lors d'une séance. « Nous devons l'exercer, mais aussi lui donner le temps de récupérer. Les techniques de stimulation variaient quotidiennement. Les chansons que Sophie chantait à Noé, des odeurs spécifiques de moments clés, des textures familières. Chaque sens était une porte pour potentiellement réveiller des souvenirs perdus.
Une percée majeure se produisit lors d'une séance d'aromathérapie. L'odeur de lavande, apparemment insignifiante, déclencha une cascade de souvenirs. « Le jardin » murmura Sophie, des larmes coulant sur ses joues. Nous avions un petit jardin à Londres. Noé m'aidait à arroser les plantes. Il avait un arrosoir bleu avec des nuages peints dessus. Jean-Luc chercha rapidement sur son téléphone et trouva une photo de ce moment exact. Noé, âgé d'environ 3 ans, arrosant fièrement un petit plant de lavande. Les séances commencèrent à devenir plus spécifiques, se concentrant sur des périodes particulières ou des événements majeurs. Martine apporta la robe que Sophie avait portée au 4e anniversaire de Noé. Sarah partagea des vidéos qu'elle avait prises au cours des derniers mois. Et Jean-Luc contribua avec des emails et des messages qu'ils avaient échangés cet été-là à Paris. « C'est comme regarder la vie de quelqu'un d'autre », admit Sophie lors d'une séance privée. « Je sais que c'est moi sur les photos, dans les vidéos, mais c'est comme s'il y avait un mur de verre entre moi et ces souvenirs. Je peux les voir, mais je ne peux pas les ressentir pleinement. La frustration s'enflammait parfois à des moments inattendus. Un après-midi, Noé montra à Sophie comment elle coupait ses sandwichs en forme de dinosaure. « Pas comme ça, maman », la corrigea-t-il doucement lorsqu'elle tenta de reproduire la coupe. « Tu faisais toujours le coup plus long. » La fourchette tomba de la main de Sophie avec un cliquetis. « Je devrais me souvenir de ça, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Ce sont des choses si simples, si importantes. Pourquoi ne puis-je pas m'en souvenir ?» Jean-Luc trouva un moyen de transformer ces moments frustrants en opportunités de guérison. Il commença à documenter non seulement les anciens souvenirs, mais aussi les nouveaux qu'il créait. « Peut-être que tous les anciens souvenirs ne reviendront pas, » expliqua-t-il en montrant à Sophie le nouvel album qu'il constituait. « Mais nous pouvons en créer de nouveaux qui sont tout aussi spéciaux. » L'approche fonctionna. Sophie commença à s'autoriser à vivre plus pleinement dans le présent, même si elle continuait à travailler pour retrouver son passé. Les séances de thérapie incluaient désormais non seulement des exercices de mémoire, mais aussi des moments consacrés à la construction de nouvelles expériences. Un jour, lors d'une séance particulièrement productive, Sophie se mit à fredonner un air en jouant avec Noé. Elle s'arrêta brusquement, surprise. Cette chanson? Elle regarda Jean-Luc, les yeux écarquillés. Je la lui chantais pour l'endormir, n'est-ce pas? Tous les soirs. C'était notre routine. Somewhere over the rainbow, confirma Jean-Luc, ému. C'était la seule chose qui le calmait pendant les orages. C'était comme si une porte s'était ouverte. Dans les semaines qui suivirent, d'autres souvenirs commencèrent à refaire surface, certains par flash vif, d'autres par sensations vagues, tous contribuant à réassembler le puzzle de sa vie. « J'ai l'impression que les souvenirs ont dormi », dit Sophie au docteur Patel lors d'une séance. Et petit à petit, ils se réveillent. Certains sont encore groggy, confus, mais d'autres commencent à se préciser. L'équipe médicale suivait chaque amélioration, ajustant son traitement en conséquence. Les scanners cérébraux montraient une activité accrue dans des régions auparavant dormantes, et ces tests cognitifs révélaient une amélioration constante. Mais peut-être que le signe de progrès le plus significatif n'était pas dans les tests ou les scanners, mais dans les petits moments du quotidien. Comme la fois où Sophie servit automatiquement les céréales de Noé exactement comme il les aimait. Ou compléta une histoire que Jean-Luc racontait sur Paris en ajoutant des détails qu'elle n'aurait pas dû se souvenir. « Les souvenirs sont là », les rassura le docteur Patel. « C'est comme un puzzle qui se reconstitue lentement, pièce par pièce. Certaines pièces mettront peut-être plus de temps à trouver leur place et d'autres pourraient ne jamais s'adapter parfaitement. Mais l'image globale se forme. Et ainsi, jour après jour, souvenir après souvenir, Sophie reconstruisait non seulement son passé, mais aussi son sens de soi. Chaque souvenir retrouvé était une victoire. Chaque nouveau moment avec Noé et Jean-Luc était un trésor. Chaque jour apportait la promesse de plus de connexions à rétablir. Un après-midi ordinaire marqua le premier souvenir vraiment clair à revenir. Sophie était dans le jardin de l'hôpital, regardant Noé jouer avec ses dinosaures en plastique,
quand le son lointain du rire d'un enfant déclencha quelque chose dans son esprit. « Le terrain de jeu » murmura-t-elle, les yeux écarquillés d'une clarté soudaine. « Noé, tu es tombé du toboggan quand tu avais 3 ans. Tu avais un t-shirt Spider-Man ? J'ai couru si vite ?» Noé interrompit son jeu, la regardant avec attente. « Et tu as embrassé mon genou écorché, » ajouta-t-il avec enthousiasme. « Et tu as dit que le baiser d'une maman a des pouvoirs magiques. » Sophie se couvrit la bouche, des larmes roulant sur ses joues. Le souvenir était si vif maintenant, la journée ensoleillée, le moment de panique en le voyant tomber, le soulagement quand il sourit à travers ses larmes après son baiser magique. Jean-Luc, qui avait observé de près, appela immédiatement le docteur Martinez. La neurologue expliqua qu'un tel souvenir spontané était un signe très positif. C'est comme si son cerveau trouvait enfin des voies alternatives pour accéder à ses souvenirs, dit-elle en prenant des notes détaillées. Chaque souvenir retrouvé peut déclencher d'autres connexions. Dans les jours qui suivirent, d'autres fragments firent surface. Parfois, c'étaient de minuscules détails. La chanson qui jouait la première fois que Noé a dansé, la saveur spécifique de la glace qu'il commandait toujours au parc, la texture de sa couverture préférée. Lors d'une séance de thérapie, Sophie surprit tout le monde en récitant une comptine qu'elle utilisait au coucher. « Petit Dino si très courageux, ferme tes yeux, trouve des rêves à sauver. Maman est là, le sera toujours, pour veiller sur ton sommeil, si sûr et libre. » « Tu disais ça tous les soirs, » s'exclama Noé en lui sautant dans les bras. « Et tu faisais ce truc de caresse douce dans les cheveux. » Il guida sa main dans un mouvement familier sur sa tête. Le contact déclencha une autre vague de souvenirs. Des nuits d'orage, où Noé se cachait dans son lit. Des dimanches matins paresseux, avec le petit déjeuner au lit. Des moments simples qui semblaient maintenant extraordinairement précieux. Jean-Luc observait ces reconnexions avec un mélange de joie et d'anxiété. « C'est incroyable de vous voir comme ça, » dit-il à Martine lors d'une pause café. « Mais j'ai peur de ce qui arrivera quand les souvenirs plus difficiles reviendront. » Martine lui serra doucement la main. « Chaque souvenir fait partie de qui elle est, Jean-Luc. Les bons comme les douloureux. » Elle avait raison. En effet, tous les souvenirs qui revenaient n'étaient pas heureux. Une nuit, Sophie se réveilla en panique, se souvenant clairement du moment où elle avait remarqué les premiers symptômes de sa maladie. « J'avais si peur, » confia-t-elle en thérapie. « Pas pour ce qui m'arriverait, mais pour Noé. L'idée de le laisser seul. » Le docteur Patel aida Sophie à traiter ses souvenirs plus difficiles, tandis que Jean-Luc et Noé lui apportaient le soutien émotionnel dont elle avait besoin. Les routines quotidiennes commencèrent à prendre un nouveau sens alors que les anciens souvenirs se mêlaient à de nouvelles expériences. Un matin, Sophie prépara automatiquement les céréales de Noé exactement comme il les aimait. Juste un peu plus de lait, des bananes en tranches et un filet de miel supplémentaire. « Tu t'es souvenu ?» s'exclama Noé, les yeux brillants. « Mon corps s'est souvenu », sourit Sophie, réalisant qu'elle l'avait fait instinctivement. C'est comme si certaines choses n'étaient pas seulement dans ma tête, mais aussi dans mon cœur. Jean-Luc commença à apporter plus d'objets et de photos de l'appartement de Sophie à Londres. Chaque objet avait le potentiel de raviver des souvenirs. Une écharpe tricotée par Madame Patel, les premières chaussures de Noé, un album de scrapbooking méticuleusement tenu. « Regarde, maman. » Noé montra une page de l'album. « C'est nous, Zozo. Tu avais peur de la girafe. » Le souvenir revint par flash. La journée chaude, la glace fondante, le cou incroyablement long de la girafe s'étirant vers elle. « Tu n'avais peur de rien, toi, » se souvint-elle en riant. « Tu voulais nourrir tous les animaux. » Les séances de thérapie incluaient désormais des activités plus pratiques. Sophie et Noé cuisinaient ensemble, recréant d'anciennes recettes. Jean-Luc se joignait à eux, partageant des histoires de Paris et comblant les lacunes temporelles. Un moment particulièrement puissant se produisit lorsque Sophie découvrit une vieille boîte à musique. Quand elle l'ouvrit, la mélodie de « Somewhere Over the Rainbow » remplit la pièce. « C'était le premier cadeau que j'ai acheté pour Noé », dit-elle doucement, le souvenir maintenant limpide. « Je venais de découvrir que j'étais enceinte.
J'étais seul à Paris, mais quand j'ai entendu cette chanson dans la boutique, j'ai su que je ne serais plus jamais vraiment seul. » Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Combien de moments comme celui-là avait-il manqué? Combien de petites décisions, de choix et de souvenirs avaient façonné la vie de son fils avant même qu'il ne connaisse son existence? Mais Sophie, comme si elle sentait ses pensées, lui prit la main. « Nous ne pouvons pas changer le passé, » dit-elle doucement. « Mais nous pouvons créer de nouveaux souvenirs. Nous tous, ensemble. » L'équipe médicale nota des améliorations significatives dans ses scanners. Les zones de son cerveau autrefois affectées montraient des signes de récupération et sa capacité à former de nouveaux souvenirs s'améliorait. « C'est comme si son cerveau reconstruisait des ponts, » expliqua le docteur Martinez en montrant les images mises à jour. Certains anciens, d'autres nouveaux, mais tous menant au même endroit, ses souvenirs, son identité, son histoire. Noé, dans sa sagesse enfantine, avait sa propre explication. « C'est comme quand je perds une pièce de Lego, maman. » Parfois, on la retrouve sous le canapé, parfois on doit utiliser une pièce différente, mais à la fin, le jouet est quand même construit. Et ainsi, jour après jour, pièce par pièce, la vie de Sophie se réassemblait. Certains souvenirs revenaient en éclats vifs, d'autres venaient lentement, comme des photographies se développant progressivement. Chaque souvenir rappelé était un trésor, chaque moment de reconnexion une victoire. Un après-midi particulièrement significatif, Sophie fut capable de raconter à Noé, sans aucune aide de photos ou d'indices, l'histoire complète de sa naissance. Les premières contractions à Londres, la course à l'hôpital, l'émotion écrasante de le tenir pour la première fois. « Tu étais si petit, » dit-elle, la voix épaisse d'émotion. « Mais tes yeux étaient exactement comme ceux de Jean-Luc. C'était la première fois depuis des mois que je ne me sentais pas seul. » Jean-Luc, en regardant la mère et le fils s'étreindre, réalisa que c'était peut-être le vrai miracle. Pas seulement la récupération des anciens souvenirs, mais la capacité d'en créer de nouveaux, de guérir les anciennes blessures et de construire un avenir ensemble. Et alors que le soleil se couchait à travers la fenêtre de l'hôpital, projetant des ombres dorées sur la petite famille réunie, Sophie tenait son fils d'un bras et la main de Jean-Luc de l'autre, se sentant vraiment entière pour la première fois depuis longtemps. La salle de thérapie familiale avait une atmosphère différente ce matin-là. Le soleil d'hiver entrait à flot par les grandes fenêtres, illuminant l'espace où Sophie, Jean-Luc, Noé et Martine étaient assis avec le docteur Sarah Bennett, la thérapeute familiale qui les guidait depuis des semaines. « Aujourd'hui, » commença le docteur Bennett, « nous allons parler de l'avenir. Sophie a retrouvé une grande partie de sa mémoire et il est temps de discuter de la manière d'avancer en tant que famille. » Sophie, considérablement plus forte après des mois de traitement, tenait la main de Noé tout en regardant Jean-Luc. Les dernières semaines ne lui avaient pas seulement rendu ses souvenirs, mais lui avaient donné une compréhension plus profonde de chaque décision qu'elle avait prise par le passé. « Je me souviens de tout maintenant, » commença-t-elle doucement. « Chaque choix, chaque peur, chaque moment de doute. Mais je me souviens aussi de l'amour. Tellement d'amour que cela faisait parfois mal de le garder pour moi. » Jean-Luc se pencha en avant sur sa chaise. Le passé a laissé sa marque sur nous tous, mais peut-être que ces cicatrices peuvent nous rendre plus forts si nous les laissons faire. Noé, tripotant son T-Rex bien-aimé, regardait entre ses parents avec la sagesse particulière d'un enfant. Comme quand je me suis fait mal au genou et que ça a laissé une petite cicatrice. « Tu as dit que c'était une médaille de bravoure, maman. » Sophie sourit à travers ses larmes. « Exactement, mon trésor. » La séance se poursuivit, chaque membre de la famille partageant ses peurs et ses espoirs. Martine parla de son regret d'avoir encouragé Sophie à tenir Noé à l'écart de Jean-Luc, reconnaissant comment sa propre peur et son amertume avaient façonné ses décisions. « Je voulais juste te protéger, » admit-elle en regardant sa fille. « Mais parfois, surprotéger peut faire mal aussi. » La conversation se tourna vers des questions pratiques. Jean-Luc avait acheté une nouvelle maison, plus grande et plus chaleureuse que son appartement minimaliste. « Il y a une chambre pour chacun de nous, »
expliqua-t-il en montrant des photos sur son téléphone. Et un jardin où nous pouvons planter de la lavande, comme tu en avais à Londres. Sophie sentit son cœur se réchauffer en voyant Noé pointer avec enthousiasme sa future chambre. « On peut la peindre en vert pour qu'elle corresponde aux dinosaures ?»« Bien sûr, champion, » dit Jean-Luc avec un sourire. « On peut faire tout ce qu'on veut. C'est un nouveau départ. » Le docteur Bennett guida la discussion vers les défis à venir. La famille Dubois n'avait pas encore été pleinement confrontée. Philippe et Isabelle n'avaient toujours pas officiellement rencontré Noé. « Ils ont demandé à nous voir, » dit prudemment Jean-Luc. « Ils veulent essayer de réparer les choses. » Sophie prit une profonde inspiration, ses souvenirs maintenant clairs sur la façon dont ils l'avaient traité par le passé. « Les gens peuvent changer, » dit-elle finalement. « Nous avons changé. » La planification de l'avenir incluait des décisions sur l'éducation de Noé, les arrangements de vie et, plus important encore, comment équilibrer la carrière de Jean-Luc avec la vie de famille qu'il construisait. « J'ai engagé un PDG pour gérer les opérations quotidiennes de l'entreprise, » annonça Jean-Luc, surprenant tout le monde. « Je resterai président du conseil d'administration, mais je ne veux plus manquer de moments importants avec vous. » La nouvelle suscita une discussion sur les propres projets de Sophie. Avec sa santé s'améliorant et ses souvenirs restaurés, elle envisageait de reprendre sa carrière d'éditrice. « La maison d'édition à Londres m'a proposé du travail à distance, » révéla-t-elle. « Je peux travailler de la maison, être là pour Noé et garder mon indépendance. » Martine, qui était restée silencieuse pendant un moment, prit la parole. « Peut-être que je pourrais aider avec Noé après l'école, si vous le souhaitez. » L'offre flotta dans l'air, chargée de signification. C'était plus qu'une faveur pratique, c'était un plaidoyer pour la rédemption, une chance de reconstruire des ponts brûlés. « J'aimerais beaucoup, » sourit Sophie à sa mère. « Noé adore tes histoires. » La séance se poursuivit avec des discussions sur des limites saines, la création de nouvelles traditions familiales et le maintien d'une communication ouverte. Le docteur Bennett observa avec satisfaction chaque membre de la famille essayer de trouver sa place dans le nouvel arrangement. « Les cicatrices ne disparaissent pas, » commenta-t-elle à la fin de la séance. « Mais elles peuvent nous rappeler à quel point nous sommes forts, ce que nous avons surmonté. » Plus tard dans la journée, à la maison, Sophie trouva Jean-Luc dans le jardin, regardant Noé jouer avec Sarah, qui était devenue une partie indispensable de leur vie. « Parfois je me demande, dit-elle doucement, si tout ce qui s'est passé était exactement ce qui devait arriver. Si nous avions besoin de ce temps, de ces expériences, pour devenir ceux que nous devions être l'un pour l'autre. » Jean-Luc lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. « Peut-être. Mais maintenant, nous avons tout le temps du monde pour être qui nous voulons être, ensemble. » Noé courut vers eux, les yeux brillants de cette énergie enfantine sans fin. « On peut planter des fleurs maintenant ? Sarah a dit que c'est le bon moment. » Sophie échangea un sourire avec Jean-Luc. « Bien sûr, mon chéri. Et si nous commencions notre propre jardin de la mémoire ? On peut planter quelque chose de nouveau pour chaque moment spécial que nous partageons. » L'idée fit son chemin. Dans les jours qui suivirent, de petites pousses commencèrent à apparaître dans le jardin. De la lavande pour se souvenir de Londres, des marguerites que Noé insistait pour appeler des fleurs de dinosaures, des roses dont Jean-Luc se souvenait de leur premier rendez-vous à Paris. C'était un nouveau type de guérison, différent des traitements médicaux. Une guérison qui venait de la création de quelque chose de nouveau ensemble, transformant les cicatrices en histoire de dépassement, construisant un avenir sur les fondations renforcées du passé. Et alors qu'ils regardèrent leur petit jardin grandir, Sophie, Jean-Luc et Noé découvrirent que certaines des plus belles fleurs pouvaient éclore là où il n'y avait eu autrefois que de la douleur. Les cicatrices dans leur cœur, comme les marques dans le sol où ils plantaient de nouveaux souvenirs, n'étaient que le début de quelque chose de plus beau à venir. Le coucher de soleil peignait le ciel de Paris de nuances de rose et d'or, alors que Jean-Luc et Sophie se promenaient dans le jardin du Luxembourg, leurs doigts naturellement entrelacés. Noé courait devant, poursuivant les pigeons et riant, sa peluche de T-Rex bien en main. « C'est étrange, » dit Sophie en regardant son fils.
J'ai tous ces souvenirs de lui grandissant, chaque moment précieux que nous avons vécu ensemble. Et maintenant, j'ai de nouveaux souvenirs qui se forment, avec toi, dans chacun d'eux. » Jean-Luc serra doucement sa main. C'est peut-être comme ça que ça a toujours dû être. Ils s'arrêtèrent près du bassin, où Noé était occupé à essayer de convaincre son dinosaure d'aller à la pêche. Ils avaient décidé d'emménager dans leur nouvelle maison la veille, lors d'un simple dîner dans l'appartement de Jean-Luc. « Tu es sûr ?» avait-il demandé après que Noé se soit endormi sur le canapé, épuisé par un après-midi passé à planifier sa nouvelle chambre. C'est un grand pas. Sophie avait jeté un coup d'œil autour de l'appartement qui montrait déjà des signes clairs de leur présence. Les dessins de Noé sur le réfrigérateur, des jouets éparpillés sur le sol, des fleurs fraîches qu'elle insistait pour garder sur la table à manger. « Je n'ai jamais été aussi sûre, » avait-elle répondu. « Il est temps que nous commencions notre histoire pour de vrai. » Maintenant, en regardant Noé jouer dans le parc, cette certitude ne faisait que grandir. Le déménagement était prévu pour le week-end, et la nouvelle maison, un hôtel particulier dans le Marais, était déjà en cours de préparation pour les accueillir. « Papa !» appela Noé en revenant vers eux. « Rex veut savoir s'il peut avoir un aquarium dans sa chambre aussi. » Jean-Luc s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de son fils. « Je pense que Rex devra partager l'aquarium avec toi, champion. Ça te va ?» Le visage de Noé s'illumina. « Avec des poissons colorés, les plus colorés qu'on puisse trouver. »« Promis !» dit Sophie en lui ébouriffant les cheveux. Le retour à la maison fut rempli de plans excités. Noé avait des idées très précises sur sa chambre. Une fresque de dinosaures sur le mur, des lumières en forme d'étoiles au plafond et un lit en forme de jeep. « Et pour notre chambre ?» demanda doucement Jean-Luc à Sophie, quand Noé fut distrait par un chien qui passait. Le cœur de Sophie s'emballa au mot « notre ». Cet amour reconstruit entre eux était encore nouveau et précieux. « Quelque chose de simple, » répondit-elle, mais avec un grand fauteuil près de la fenêtre, pour qu'on puisse lire des histoires quand Noé nous rendra visite le matin. Le soir du déménagement, après des heures de déballage et avec des dizaines de cartons encore non ouverts, ils trouvèrent un moment de paix dans le jardin arrière. Noé s'était enfin endormi dans sa nouvelle chambre, entouré de dinosaures et de la lueur douce des étoiles du plafond. « Je me souviens de la première fois que je t'ai vu, » dit doucement Jean-Luc, alors qu'ils étaient assis sur un banc de jardin sous les premières étoiles de la soirée. « Au café près de la Sorbonne. Tu as renversé du café sur ma chemise. Et tu as demandé mon numéro au lieu de la note de pressing, » termina Sophie en riant. « Je pensais que tu étais fou. J'étais peut-être fou. Fou de toi. » Le silence qui suivit était confortable, rempli de souvenirs anciens et nouveaux. Une brise légère portait le parfum des premières fleurs qu'ils avaient plantées ensemble. Lavande, rose et marguerite, formant une petite oasis de couleurs et de parfums. « Tu sais ce qui m'étonne le plus ?» demanda Sophie en se penchant contre la poitrine de Jean-Luc. « Comment l'amour peut prendre tant de formes différentes? L'amour que je ressentais pour toi à Paris, l'amour inconditionnel pour Noé. Et maintenant, cet amour plus mature, plus profond, que nous construisons. » Jean-Luc l'embrassa sur le haut de la tête, un amour qui a résisté aux tempêtes et qui a quand même fleuri. Un bruit provenant de la maison attira leur attention. Noé apparut à la porte du patio, endormi et traînant son T-Rex. « Je n'arrive pas à dormir, » marmonna-t-il. Rex a peur de la nouvelle chambre. Sophie et Jean-Luc partagèrent un sourire entendu. « Viens ici, mon grand » appela Jean-Luc en lui faisant de la place sur le banc. Noé se blottit entre eux, son petit corps s'insérant parfaitement dans l'espace. Ensemble, ils regardèrent les étoiles apparaître une par une dans le ciel nocturne de Paris. « Regardez, une étoile filante !» s'exclama Noé. « Fais un vœu !» murmura Sophie en serrant son fils dans ses bras. Noé ferma les yeux très fort, se concentrant sur son vœu. Quand il les rouvrit, son visage arborait un sourire calme. « Je n'ai pas besoin de souhaiter quoi que ce soit, » déclara-t-il avec la profonde simplicité d'un enfant. « J'ai déjà tout ce que je voulais. » Jean-Luc sentit les larmes lui monter aux yeux.
Sophie tendit la main par-dessus les épaules de Noé pour entrelacer ses doigts avec ceux de Jean-Luc. À ce moment-là, sous le ciel étoilé de Paris, ils étaient simplement une famille. Pas les Dubois, pas les Martin. Juste une famille, unie par un amour qui avait survécu au temps, à la distance et à l'oubli. Leur nouvelle maison prit progressivement vie avec leur présence. Le bureau de Jean-Luc avait maintenant un mur dédié au dessin de Noé. La cuisine sentait constamment les tentatives de Sophie de recréer des recettes françaises. Le jardin s'épanouissait sous les soins partagés de la famille, chaque nouvelle fleur étant une célébration de leur amour retrouvé. Les matinées étaient remplies de rires pendant les petits déjeuners chaotiques, les après-midi de devoirs et de réunions de travail adaptées pour inclure des moments en famille. Et les nuits étaient pour les histoires, pour planifier l'avenir, pour l'amour. Parfois je me demande, songeait Sophie un soir, après avoir couché Noé, si tout ce que nous avons traversé était nécessaire pour nous amener ici, pour nous faire apprécier chaque instant, chaque petite joie. Jean-Luc la serra plus près. Peut-être, mais ce qui compte, c'est que nous sommes ici maintenant, et je ne te laisserai plus jamais partir. L'avenir s'étendait devant eux comme un livre blanc, attendant d'être rempli de nouvelles histoires, de nouvelles aventures, de nouveaux moments d'amour et de découverte. Et tandis que la ville dormait dehors, dans cette maison, une famille célébrait son amour retrouvé. Un amour qui, comme les étoiles dans le ciel nocturne, avait toujours été là, brillant patiemment, attendant le bon moment pour être redécouvert.